En manchette ce soir, collision frontale sur la route 117 entre Malartic et Rivière-Éva. Un automobiliste lutte pour sa vie. À la veille du 1er juillet, une Val-d'Orienne risque d'être expulsée de son logement. Parce qu'il voulait mon logement, il est venu me le dire dans ma cour pour pouvoir continuer à louer aux travailleurs en haut. Et le projet de maison de chambre à la montée du Sourire est révisé. Bon début de soirée tout le monde et bienvenue au TVA 18h. On commence le bulletin sur une triste nouvelle puisqu'une collision frontale est survenue vers 13h aujourd'hui entre deux véhicules sur la 117. Ça s'est passé entre Rivière-Éva et Malartic au kilomètre 584. 5 personnes au total sont impliquées dans l'accident, dont 4 personnes dans un VUS et une dans un camion cube. La Sûreté du Québec craint pour la vie d'un homme de 39 ans. Pour le moment, la route demeure complètement fermée. Le 1er juillet arrive rapidement et certaines personnes sont dans les cartons pour le déménagement, mais une Val-d'Orienne vit une autre réalité et risque de se retrouver sans logement dans quelques jours. Félix Blaquière l'a rencontré. Pauline Risky vit dans son logement à Val-d'Or depuis 5 ans. Et pourtant, elle n'est pas garantie de pouvoir y rester après le 1er juillet. C'est son potentiel nouveau propriétaire qui userait des moyens d'harcèlement et de ruse afin de l'évincer pour prioriser la location à des travailleurs, selon son hypothèse. Le futur acheteur, le jeune, qu'il n'a pas signé rien, comme quoi qu'il est propriétaire. Il m'harcelait comme, en tout cas, je me sentais harcelée, là, parce qu'il voulait mon logement. Il est venu me le dire dans ma cour pour pouvoir continuer à louer aux travailleurs en haut, ce que le propriétaire fait depuis 1 an et demi. Là. La précarité de la situation de Mme Risky n'est pas étrangère au président du conseil d'administration de la Piolle de Val-d'Or. À la veille du 1er juillet, il a des échos de gens qui sont en situation instable en lien avec leur logement. Il soulève d'ailleurs que l'itinérance peut prendre plusieurs formes. On a écho de gens qui sont en situation de grande précarité pour le 1er juillet. C'est parce que c'est pas juste la figure de l'itinérant dans la rue qu'il faut comprendre. L'itinérance, majoritairement, elle est cachée. C'est des gens qui dorment dans leur véhicule, c'est des gens qui cohabitent avec d'autres personnes, c'est des personnes qui se louent des appartements qui sont beaucoup trop petits pour leurs besoins. Justement, afin de prévenir les soubresauts de la crise du logement, la ville de Santerre sonde pendant 1 mois ses citoyens sur leurs besoins en habitation. Fait qu'on n'arrête pas de dire ben faut travailler avec des investisseurs, tu sais, qui construisent des blocs de logement, des blocs appartements, puis là on se dit ouais mais c'est quoi nos vrais besoins, c'est quoi les vrais besoins des citoyens dans le fond de Santerre? C'est un peu ça, tu sais, dans le fond, on va être un meilleur partenaire, je dirais, là, avec les investisseurs en immobilier qui vont pouvoir là, bâtir des appartements, des blocs appartements là, plus en répondant directement aux besoins de la population. Et d'ailleurs, Félix, est-ce qu'on peut dire que le cas de Mme Risky est isolé? Eh bien, qu'Émilia, il ne semble pas l'être. J'ai parlé plus tôt ce matin à l'Association des locataires de l'Abitibi-Témiscamingue et ce qu'on m'a dit, c'était que c'était 5 personnes qui étaient nouvellement sans logis dans le secteur de Rouyn-Noranda. J'ai parlé aussi à un expert de la crise du logement et je lui ai posé la question, pourquoi on a l'impression qu'il y a autant de gens qui ont de la misère à se loger, hein? Et ce qu'il m'a dit, c'est que le marché immobilier se passe globalement très bien, mais pour ceux qui ont investi dans l'immobilier. Dans les dernières années au Canada, les terrains ont pris beaucoup de valeur, notamment à cause de la rareté, surtout en ville, mais qu'il y a des lacunes, justement, au niveau des logements sociaux et que, selon lui, le développement est relié au secteur privé et que celui-ci n'a pas vraiment d'intérêt pour les logements sociaux. Donc, selon lui, la richesse issue de l'immobilier passe dans les mains du secteur privé et glisse entre les doigts, justement, de la communauté. Je le laisse en dire davantage à ce sujet. Le problème, c'est que l'État, les villes, les municipalités n'ont pas un effort, je trouve, pour intervenir, pour comprendre la problématique d'abord
et ensuite d'aller chercher les ressources nécessaires pour eux-mêmes à se mettre à construire de logements sociaux. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. À la question du jour, on vous demandait, à la veille du 1er juillet, connaissez-vous des personnes qui sont encore à la recherche d'un logement dans la région? Vous avez répondu non à 69 %. Le quartier de la Montée du Sourire de Rouyn-Noranda continue de faire parler de lui. Un projet de maison à 8 chambres pour la location destiné majoritairement à des étudiants a suscité de la grogne du voisinage. Alexandre Cabana a préparé ce qui suit. Le projet de maison de chambre pour la location au 435 de la Montée du Sourire à Rouyn-Noranda verra finalement le jour, mais sous une formule réduite. De 8 chambres, la maison passera finalement à 4 offertes pour la location pour la rentrée scolaire de 2024. Le jeune couple de propriétaires de la demeure avait entrepris des démarches du PPC-Moi, une procédure pour obtenir le droit de modifier les règlements d'urbanisme afin de réaliser la maison de 8 chambres. Toutefois, sous la pression, le couple propriétaire Marie Audet et Vincent Rassette ont décidé de tout annuler la procédure. La raison est simple, certains citoyens du quartier ne voulaient pas du tout voir arriver un tel projet. L'arrivée d'un voisinage indésirable, la peur de voir leur quartier dénaturé, la crainte d'une perte de qualité de vie, c'en était trop. Le groupe a fait croisade contre le projet. Leur nouveau projet de 4 chambres sera conforme au règlement et ne nécessitera aucune procédure avec la Ville. Il faut le mentionner que le groupe de citoyens n'a pas seulement voulu démontrer une opposition seulement aux promoteurs, mais bien sûr aussi à la Ville et surtout contre le processus de sélection et de recommandation des projets PPC-Moi. Ils dénoncent une commercialisation de la densification du parc locatif. Le tout, somme toute, en pleine crise du logement. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. On se dirige à Palmarol maintenant. L'appel d'offres pour le projet de maison des aînés est annulé. C'est l'attaché politique de la députée d'Abitibi-Ouest qui nous le confirme. Nicolas Provencher-Lavergne affirme que les coûts moyens par porte étaient trop élevés. On parlait de 1,6 million de dollars par porte, alors que normalement, ça tourne autour des 825 000 $. Et pour l'instant, Québec dit travailler sur le dossier pour réduire les coûts. On rappelle que le projet initial était un édifice de 24 lits. On poursuit dans le judiciaire maintenant, puisqu'un père de famille est appelé à un procès par le juge Thierry Potvin les 16 et 17 septembre prochains en Abitibi-Ouest. Le Rouyn-Norandien Michael No, 29 ans, est accusé d'agression sexuelle sur 4 enfants. Des attouchements, incitation à des gestes d'ordre sexuel et agression sexuelle se seraient produits en janvier 2023 sur 2 garçons et 2 fillettes. Maintenant, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette-Vézina, a dévoilé ce matin le rapport synthèse de la démarche de consultation sur l'avenir de la forêt qui s'était déroulée du 13 février au 12 avril dernier. Sophie Média-Villarivard a recueilli les informations. Le régime forestier québécois est à la veille d'une modernisation importante pour faire face aux enjeux qui touchent le secteur. Le rapport synthèse des tables de réflexion sur l'avenir de la forêt donne le ton de ces changements. J'ai entendu toutes les interventions dans chacune des régions du Québec et le rapport qui a été rendu public aujourd'hui reflète complètement la totalité des préoccupations et des interventions de tous les participants qu'on a rencontrés, autant qu'est-ce qui allait mal, qui nous exprimaient, mais aussi des pistes de solutions. 4 grands axes ressortent dans le rapport. Il faut adapter l'aménagement forestier au changement climatique, mieux prendre en compte les réalités régionales dans la planification, repenser le réseau de chemins multi-usages et augmenter la contribution de la forêt privée à l'approvisionnement de la filière forestière. C'est là qu'on va mettre en commun tout le génie de tout le monde pour pouvoir trouver des solutions qui sont propres puis qui sont adaptées à nos réalités régionales. Fait que notre sensibilité à l'utilisation de la forêt n'est pas la même partout. Ici, autour de Rouyn-Noranda, une très, très grande utilisation de la forêt. Donc, le bois n'est pas la seule valeur donnée à la forêt. Donc, il faut composer avec cet aspect-là. Comme l'Association forestière régionale, une quarantaine de groupes de l'Abitibi-Témiscamingue a été invité à participer aux consultations. C'est le cas notamment d'Action Boréale. Ce qui est décevant, ce qu'on a réclamé, nous autres, c'est qu'on tienne compte de tous les composantes de la forêt. Et dans ce rapport-là, tout ce que j'ai vu, c'est qu'on parle uniquement de matières ligneuses
et de production forestière pour subvenir aux demandes de l'industrie forestière. On n'a pas invité la plupart des gens qui parlent de conservation, dont le Centre d'études des forêts, qui est le plus grand centre au niveau du Québec, qui font des études sur la forêt, autant au niveau biologique que sur l'aménagement du territoire. À la lumière du rapport synthèse, la ministre Blanchette-Vézina devrait déposer un projet de loi dans les prochains mois afin de réformer le régime forestier. Sophie Média-Villarivard, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Un journaliste de carrière, grand défenseur de sa région, a rendu l'âme il y a quelques jours à Rouyn-Noranda. Jean-Marie Gilbert a subi un malaise cardiaque fatal le 16 juin à 80 ans. Yvon Moreau lui a rendu hommage. C'est en 1972 que l'homme a fait son entrée dans la sphère journalistique en travaillant d'abord pour les journaux en Abitibi-Ouest. Déjà, en plus de se préoccuper d'aider le citoyen, il souhaitait défendre les travailleurs des médias en s'impliquant avec le NABET, l'un des grands syndicats de l'époque en communication. Une implication qu'il a occupée aussi avec la CSN jusqu'à la fin de sa carrière, à l'an 2000, avec le syndicat de Radio-Nord. La télévision régionale lui a fait signe avant les années 80 où il y a rejoint Claude Lévesque. Comme on disait dans le métier, s'il voyait dépasser la queue d'un lièvre, vous pouviez être certain qu'il était pour déterrer le lièvre au complet assez rapidement. Je l'ai vu faire ça dans la même journée avec un reportage en fin de journée. Un bagou dont se rappellent aussi les plus jeunes qui ont appris les trucs du métier nécessaire de Jean-Marie Gilbert. Jean-Marie a été un journaliste engagé. Donc, il a brassé la cage à plusieurs reprises là, des autorités, des gens qui étaient en instance de décision. C'était important pour lui. Et il y avait un style assez corrosif. Sur le terrain, on ne l'a pas oublié. Je crois qu'il a fait un très bon travail pour l'Abitibi-Ouest. La région complète, Témiscamingue aussi. C'est un perfectionniste. C'est un perfectionniste, puis il allait au fond des choses. Il était reconnu quand même. Ça. Ah oui, c'était quelqu'un de bien. Vous aimiez ce qu'il faisait? Oui, monsieur. Bien, il était professionnel, il était toujours bien préparé, des dossiers assez étoffés, bien renseignés. Un bon souvenir, un bon journaliste. Comme pour bien des organisations, le journaliste n'acceptait pas les dérapages. Le milieu policier et hospitalier l'ont eu sur leur chemin. Lui, pour des principes, il n'était pas question de dire non ou de faux semblants, d'arrondir les coins. Ça lui a valu même quelques claques, comme on dit en québécois, durant la commission de police à Val-d'Or. Et il avait eu raison. Avec lui, les téléspectateurs ont pu être témoins privilégiés de grands pans de l'histoire, dont l'effondrement de la mine Balmoral à Louvicourt il y aura 45 ans, le printemps prochain. Parfois, on trouvait, nous autres, ces jeunes collègues, qui poussaient le bouchon un petit peu loin, mais c'était son style et il était apprécié d'une bonne part de la population. Il y avait toujours la rigueur. Par contre, il était exigeant pour lui-même, il était exigeant pour les autres, mais il savait quand même montrer des choses à des nouveaux. Et il l'a fait avec bien du monde qui sont rendus ailleurs et qui ont eu des belles carrières. Alors, non, moi, je suis bien content de l'avoir eu dans ma vie. Jean-Marie Gilbert a terminé sa carrière en politique municipale et comme responsable des communications à la ville de Rouyn-Noranda, après s'être un peu exercé auprès du Parti québécois. Yvon Moreau pour RNC Média. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. La Fête du Canada arrive à grands pas et les Témiscamiens pourront célébrer en grand. Restez avec nous pour découvrir les activités offertes dans la région. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Cet été, visitez les marchés de la région grâce à un partenariat avec Meubles Marchands et les marchés publics de l'Abitibi-Témiscamingue. Nous invitons la population à rencontrer producteurs, transformateurs et artisans. Les retombées économiques pour nos marchands en 2023 se chiffrent à 555 000 $. Venez découvrir, savourer notre région. Les SADC, partenaires de l'économie de la région.
La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Les spectacles dans le cadre du Festival d'humour émergent à Rouyn-Noranda se poursuivent tout au long de la fin de semaine. Ce soir, les gens pourront entre autres aller voir Maxime Gervais et ses invités mystères dès 18h30 à la Guinguette chez Edmund. Par la suite, au Théâtre du Cuivre, l'humoriste Richardson Zéphyr est parmi nous pour animer son grand gala à 20h30. Samedi soir, le public pourra aussi assister à 3 spectacles d'humour au Paramount, soit le Gong Show, édition spéciale, Juste mes chansons drôles de Daniel Grenier, ainsi que le dernier party du monde avec les Karaokings. Et à l'occasion de la Fête du Canada, une méga journée d'activité est prévue pour toute la famille le 1er juillet au parc Philippe-Barrette à Témiscamingue. De 10h à 16h, des jeux gonflables, des tables à dessin, ainsi que des jeux de société géants seront offerts au public. Les gens pourront aussi admirer des feux d'artifice en fin de soirée. Et à Ville-Marie, un atelier de mini-piñata festive est prévu dès 14h au centre d'exposition du Rift. Maintenant, en raison de la Fête du Canada, les horaires de certains commerces et services risquent d'être modifiés. Voici un tour d'horizon de ce qui sera ouvert et fermé ce lundi 1er juillet. D'abord, les SAQ de la région seront accessibles entre midi et 17h lundi. Vous le voyez à l'écran, les services essentiels seront ouverts. C'est surtout du côté de la plupart des établissements commerciaux, comme les magasins, les boutiques, points de vente et certains centres d'achat qu'il faudra surveiller les fermetures. Les Canadian Tire et les Tigres géants seront également fermés. La capsule touristique, une présentation de Tourisme Abitibi-Témiscamingue et RNC Média. La microbrasserie du Prospecteur marque le monde brassicole depuis maintenant 10 ans avec des produits uniques, de qualité et innovateurs. Pour souligner cet événement important, je rencontre Philippe Laure et Jonathan Deschamps à leur nouvelle salle de dégustation. Merci les gars de nous recevoir. On fête les 10 ans cette année. Comment ça a commencé, cette belle histoire-là? Ça fait quand même un petit bout. Moi puis Jonathan, on se connaissait pas. Moi, je viens de Val-d'Or, lui, il vient de Lebel-sur-Quévillon. On est parti à Sherbrooke. On s'est rencontrés là durant l'initiation, la première journée. Joe faisait déjà partie du groupe technique Sherbrooke, qui est comme un groupe parascolaire de brassage, usine-école de brassage. Il nous a fait visiter les installations, puis tout de suite, on a découvert quelque chose qui nous allumait. Ben, on était toute une gang des régions à Sherbrooke, impliqués dans ce groupe-là. Fait qu'on était une belle gang de vivants. C'était bien le fun. Oui, c'est ça. Vous vous êtes retrouvés facilement, puis vous avez nourri cette passion-là. Oui, parce qu'on se connaissait pas. Tu sais, je viens de Quévillon, c'est quand même un petit bout de site. Fait que vraiment, on s'est connus à l'université. 2013, on commence à travailler sur le plan d'affaires. 2014, on ouvre. Mai 2014, on ouvre. Ça s'est fait à une vitesse pas mal expéditive. À peu près un an, là, plan d'affaires plus bâtir. On a commencé avec des bières plus régulières, blonde blanche, qu'on fait encore d'ailleurs, puis qui se vendent super bien en région. Là. Blonde blanche, rose noire, pour essayer comme de démocratiser un peu la chose avant de se lancer dans des trucs plus funky. Après l'IPA, la tête de pioche aujourd'hui, qui est notre plus gros vendeur, et de loin. Oui. Fait que le monde l'ait vraiment adopté à Val-d'Or, mais en Abitibi. Puis là, maintenant, depuis qu'on a la canette, c'est partout au Québec. Ici, c'est un salon qui est juxtaposé à l'usine où ce que vous brassez. Et c'est possible de visiter l'usine parfois quand on vient. Ben oui. Absolument. On fait des visites très, très régulièrement. Petit salon de dégustation, qui est un peu différent du pub, qui est plus foncé, qui est plus... Que le pub est au centre-ville, on peut manger. Au centre-ville avec de la nourriture. Ici, on est vraiment à salon de dégustation, plus... plus lounge un peu, peut-être. Plus lounge, plus ensoleillé. On est juste à côté de la forêt créative qui est à 2 pas, accessibilité avec la piste Lab. Puis là, on rentre une canneuse au pub, parce qu'on brasse encore là-bas. Ouais. Tout mon chai, ma cave à fût de chêne est encore là-bas. OK. Fait qu'on fait encore du 750 là-bas, puis un petit peu de cruchon. Mais là, on va switcher en canette là-bas aussi. Des plus petits lots, plus pour les connaisseurs, des trucs expérimentaux ou des recettes qu'on sait qui pognent bien, mais que ça donne rien d'inonder le marché, tout ça, parce que c'est saisonnier, comme par exemple l'Oktoberfest. Ça va être un partenariat qui se passe avec Tourisme Abitibi-Témiscamingue. Dans le fond, il va y avoir 4 canettes, là, on en a 3 pour le moment. Puis chacune de ces bières-là va chercher un élément de la forêt boréale. Exact, oui. C'est toute la même base de IPA à 6 la même amertume pour essayer
d'être capable de déceler la subtilité. Exactement, ouais. C'est des houblons qui se ressemblent, puis c'est un peu comme une base de tête de pioche. Par contre, on va moins jouer avec les houblons, puis plus avec les épices. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour les 10 ans à venir de la microbrasserie du Prospecteur? Je pense qu'on veut retomber dans la créativité. De revenir un peu à brasser un peu plus pour nous autres, finalement. Bien, pour nous autres, puis pour aussi les connaisseurs et les gens qui trippent. Bien, bonne fête, les gars. Merci. Merci beaucoup. Maintenant qu'on comprend les subtilités et la passion qui anime la microbrasserie Le Prospecteur, pas étonnant que ce soit une référence dans le milieu depuis maintenant 10 ans. Profitez-en pour célébrer cet anniversaire et découvrir leurs produits uniques. La 19e édition du Cyclodon sera bientôt lancée. Après la pause, on vous dévoile les activités qui seront organisées au profit des personnes handicapées. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Le Cyclodon organisé par la Ressource pour personnes handicapées est de retour pour une 19e édition. L'organisation souhaite au moins une trentaine de participants et espère amasser 30 000 $ afin de financer la prochaine édition du Téléthon régional. L'argent va servir également à offrir des services essentiels aux personnes handicapées de la région. Le 24 août prochain, 3 parcours sont proposés en direction d'Amos, variant entre 12 et 110 km. Les départs se font à Rouyn-Noranda, Cadillac et Saint-Mathieu-d'Aricana. Les participants peuvent aussi s'engager à pédaler sur un certain nombre de kilomètres et effectuer leur propre itinéraire sur un vélo stationnaire. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Et on commence la fin de semaine avec des nuages dans la région, de la pluie intermittente ainsi que des nappes de brouillard. Il fera un minimum de 11 et de 13 degrés. Pour demain, la pluie continuera sur tous les secteurs avec un risque d'orage. Il fera un maximum de 19 et 21 degrés. Et finalement, les averses seront encore de la partie dimanche au nord comme au sud avec un maximum autour de 19 degrés. En terminant, la connectivité cellulaire sera améliorée puisque 100 sites cellulaires supplémentaires ont été ajoutés, dont certains ici en Abitibi-Témiscamingue. Sur ce, je vous souhaite de passer un excellent long week-end de la Fête du Canada et on se revoit mardi.